Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà assez nombreux de connectés. Ça, c'est top. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Quelques petits propos introductifs. Donc, ce webinaire intitulé Easy as in the Air, simplicité de bout en bout du déploiement à la prise en main, présenté avec Monaco Cybersécurité, représenté aujourd'hui par Florent. Je te laisse te présenter si tu veux bien. Bonjour, moi je m'appelle Florent, je suis analyste SOC depuis maintenant 3 ans chez Monaco Cybersécurité et j'ai plein de casquettes au sein de cette entreprise, notamment intégrateur, faire des déploiements, gestion des incidents, voilà. Plusieurs casquettes à mon actif. Ravi d'être avec toi ce matin, Florent. Pierre Guillaume, pour ma part, donc moi, société GetWatcher, j'ai plein de casquettes, mais j'en ai trois principales. Première, qui est le support à nos forces de vente commerciale avant-vente en tant que product manager. Clairement, c'est la première de mes priorités. Deuxième, c'est faire le lien avec nos équipes de développement et les évolutions technologiques de nos produits, à la fois court terme, moyen terme, et puis le dernier pilier qui est je veux dire, le long terme avec la vision, l'innovation, qu'on travaille aussi très en avance chez GetWatcher. Alors, ce webinaire est naturellement enregistré, donc vous aurez accès, pour ceux qui seraient absents ou qui devraient pour des urgences nous quitter, auront accès au replay. Néanmoins, je pense que c'est pour les questions-réponses, c'est très intéressant pour tout le monde de rester. Moi, j'essaierai de les prendre au fur et à mesure du déroulé. Comme ça, si je vois qu'il y en a qui sont très, très pertinentes et puis qu'on peut les traiter directement, je les traiterai. Sinon, on a prévu une session en fin de présentation avec Florent, voilà, pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, de façon individuelle. On va en traiter forcément un maximum avec Florent. Voilà. Ceci, je veux dire, la partie administrative étant terminée, moi, je voulais commencer ce webinaire avec ce qu'on aime bien chez GetWatcher, c'est le back to basic. Revenons au basique. Pourquoi analyser le trafic réseau est-il primordial? Alors, j'ai remis ici, ce qui peut être une évidence pour certains, un bon rappel pour d'autres, je pense, même moi compris, parce que ça remonte à mes années d'étudiant, c'est comment deux machines, deux IP, deux équipements communiquent entre eux sur ou dans un environnement digital. Sur un réseau d'entreprise. Si on prend une source qui communique avec une destination, on a historiquement le modèle OSI que tout le monde va connaître, mais moi ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le modèle TCP/IP, où on va voir que deux machines pour discuter doivent passer systématiquement et communiquer systématiquement via ces différentes couches applicatives, transport, Internet, accès réseau, pour remplir un certain nombre de problématiques ou répondre à un certain nombre de problématiques, de savoir quelles sont les applications, sur quelle application on est en train d'essayer de discuter, d'échanger de l'information, via quel type de transport, quelle est ton adresse. Moi, le plus simple, finalement, la plus simple des images que j'aime bien prendre dans ce cas-là, c'est que si aujourd'hui vous voulez envoyer un courrier à quelqu'un, et ben le minimum, c'est de mettre son adresse sur le courrier. Si vous ne mettez pas l'adresse du courrier, le papier, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le déposer à la poste, ça va pas fonctionner, très clairement. Malgré tout, tout ce modèle-là prend aussi la gestion d'erreurs. Si vous mettez une adresse dans la ville de Paris, la ville de Rennes, et que vous mettez dans la boîte aux lettres ne pas distribuer, ou dans la boîte aux lettres qui correspond à un autre département, vous avez fait dès le début une erreur de routage. Néanmoins, la poste aura les mécanismes pour rerouter correctement votre courrier. C'est un peu toutes ces mécaniques-là, elles sont bien présentes sur ce modèle-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si sur ce modèle-là, je viens rajouter des intermédiaires de routage, on va parler de switch, de routeur, etc., c'est un impondérable. C'est un modèle de discussion entre une machine A et une machine B, une source, une destination, reste toujours présent. C'est-à-dire que toute information, toute communication, toute activité sur un réseau d'entreprise va passer par ces échanges-là. Donc, ça, c'est primordial. Et là aussi où je veux en venir, c'est que même si je me positionne moi aujourd'hui d'un point de vue d'un attaquant, je dois suivre ce modèle. Je dois envoyer mes commandes à travers un protocole applicatif HTTP, HTTPS, DNS, FTP, etc. Et je vais devoir dire à quelle machine je cible, donc je vais devoir donner une adresse IP, etc., etc., etc. Donc, à la fois sur du légitime comme sur du trafic suspicieux, ces communications sont
ce modèle, ce suivi de couches est obligatoire. Arrivera quel qu'il se passe. Et puis, autre élément qu'on a aussi souvent quand on traite, nous, l'analyse de trafic réseau, c'est est-ce qu'on est capable de le faire sur du trafic chiffré? Alors là, je vous ai remis très basiquement, c'est bien plus complexe que ça, mais l'idée, c'est surtout effectivement un constat, et c'est pour le bien de tout le monde, j'ai envie de dire, le payload, donc la donnée, elle est bien chiffrée. C'est une donnée, moi, quand je l'analyse, je ne la verrai pas, cette donnée-là, elle est chiffrée. Elle vous est propre en tant qu'administrateur système, en tant que propriétaire du réseau ou de l'information qui transite sur le réseau, elle vous est propre, pas de problème. Néanmoins, si je reprends mon modèle précédemment, qui est donc obligatoire, et bien à chaque fois qu'on va vouloir descendre dans les couches bases de l'application vers le transport, d'un transport vers Internet, d'Internet vers accès réseau, en fait, on va venir rajouter des en-têtes, donc une partie d'informations qui va, par rapport d'une source à une destination, dire à la destination, voilà, je suis passé par tel endroit, je suis telle personne, etc. etc. Et ça, finalement, ces informations-là, vous ne pouvez pas vous permettre de les chiffrer. Donc même si on dit que tout le trafic est chiffré, si on rentre dans le détail du chiffrement, des éléments qui sont réellement chiffrés, en fait, il n'y en a pas toute la totalité de l'information qui est chiffrée. Il y a forcément une partie qui est en clair. Et si on regarde un petit peu plus en détail, nous, d'un point de vue réseau ou communication réseau, et ce qui nous intéresse quand on va faire la détection, il y a des impondérables. Savoir l'adresse IP source, donc d'une machine A qui va discuter avec une machine B, l'adresse IP de la destination, les ports utilisés, les protocoles utilisés, la taille du paquet, l'heure, le timestamp du paquet, sa durée de connexion, les flags, etc. Ça, ce sont des informations qui ne sont jamais chiffrées et qui vont être utilisées. Et même si on se met dans un contexte plus global où on va analyser sur de la durée, eh bien, on va pouvoir conserver ces informations-là et les comparer les unes aux autres. Moi, l'image que j'aime bien utiliser par rapport à ça, il est assez simple, c'est de se dire, rappelez-vous, quand on regarde un match de foot, on a un entraîneur sur le banc qui, de temps en temps, va essayer d'appeler un de ses joueurs qui est sur le terrain et puis il va lui parler en se masquant la bouche. Oui, il est en train de masquer la communication qu'il a avec son joueur. Néanmoins, de cette communication-là, nous, spectateurs, on peut en déduire une première chose. Un entraîneur parle à son défenseur, un entraîneur parle à son attaquant. Et puis, de fil en aiguille, on va aussi aller voir le joueur ou le défenseur, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là, qui va aller parler à son milieu. Et la même chose, il va de nouveau se masquer la bouche, et ils vont se passer des messages. Si on regarde la photo globale, c'est quoi? C'est un entraîneur qui est en train de passer un message global à son équipe, différents acteurs qui discutent entre eux. Néanmoins, nous, on sait qu'il y a un plan stratégique, d'un point de vue sportif en l'occurrence, qui est en train de se mettre en place et qu'on va essayer d'observer, qu'on va voir et sur lesquels il va y avoir l'objectif, c'est bien ça, d'un point de vue entraîneur, c'est d'avoir un impact sur le jeu, de dire on attaque plus, on défense plus, on passe par tel endroit, etc. Là, finalement, c'est la même chose. Quand on dit qu'on chiffre le trafic, j'ai masqué ce que je voulais dire, mais néanmoins, j'ai implicitement, de par mon attitude, démontré, visualisé que je parlais à telle ou telle personne. Et ça, c'est vraiment important parce que de facto, nous, il y a un message que j'ai l'habitude de passer, c'est j'ai pas besoin de déchiffrer votre trafic réseau pour faire mon analyse. Au contraire, chiffrez-le. Et potentiellement même, chiffrez-le de plus en plus, parce qu'à chaque fois que vous allez le chiffrer, vous allez rajouter une information en en-tête qui est indispensable pour passer par le canal de communication. Donc plus vous le chiffrez, potentiellement, plus j'ai d'informations, moi, pour technique, très technique, mais que je peux comparer, analyser au global. Donc, c'est vraiment pas un souci. Et l'autre avantage aussi dans la démarche, c'est-à-dire si vous décidez de chiffrer votre trafic, c'est bien, c'est parce que les données qui transitent sont des données qui vous sont propres, qui sont potentiellement sensibles, qui sont objets d'espionnage, etc. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, continuez, engagez encore plus. Ça n'impactera pas nos capacités de détection d'un point de vue NDR, donc de capacité réseau, et ça vous garantit une certaine façon d'intégrité de la donnée. Donc de là, une fois qu'on fait ces deux constats, moi je voulais discuter avec Florent là de deux points qui sont clés quand même quand on parle de ça, parce qu'on parle d'un canal de communication. Donc c'est bien deux machines qui vont discuter entre eux. Et du coup, la vraie question qui va se poser dans 100% des projets d'implémentation de NDR, c'est
où dois-je positionner mon point de capture? Alors, je vais rapidement définir point de capture. Un point de capture, c'est à quel endroit je vais venir collecter mon trafic réseau, mes communications. Donc ça, c'est crucial parce que ça détermine beaucoup de choses derrière. Et puis ensuite, il y a le deuxième volet qui est quel protocole réseau je dois et je souhaite analyser. Donc, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de tout analyser, il y en a peut-être certains qui sont à prioriser par rapport à d'autres, etc. Mais avant de partir et moi de vous redonner des éléments très très techniques, moi je voulais surtout voir avec Florent d'un point de vue humain, parce que pour moi la cyber, ça commence d'abord par de l'humain. Comment, de ton côté, en fait, vous utilisez et puis vous êtes en mesure d'accompagner sur ces deux problématiques-là, et pas que, parce que c'est aussi de l'investigation, c'est de la réponse incident. C'est ça. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est revenir un peu comme toi au basique. Donc, qu'est-ce qu'un SOC? Donc, un SOC, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, enfin, c'est plutôt une organisation, un service qui tient pour Security Operations Center. En gros, le but de ce service va être de monitorer en temps réel et si possible, le plus de temps possible, le trafic, notamment le trafic réseau, parce qu'ici on parle de NDR, mais pas que. On va surtout surveiller tout ce qui est parc informatique, les assets, les serveurs. En gros, tout ce qui peut être connecté à un réseau d'entreprise et tout ce que l'entreprise a besoin pour travailler fonctionnellement dans son travail de tous les jours. Alors, pour le coup, ce qui se passe, c'est que en général, quand une entreprise a la chance de se doter d'un SOC, parce qu'il faut savoir que c'est pas toutes les entreprises qui en ont un, toutes les entreprises devraient en avoir une, si on veut mon avis. Mais pour le coup, une entreprise qui aurait le luxe de se procurer un SOC, parce qu'elle a les moyens financiers ou parce qu'elle a surtout les ressources humaines adaptées, elle a l'expertise derrière qui puisse s'en charger. Quelque part, elle sera toujours mieux sécurisée que simplement avoir un antivirus installé sur les machines. Parce que pour le coup, le rôle d'un SOC, c'est vraiment de surveiller en temps réel et surtout d'alerter. Et d'alerter avant que les choses ne se produisent, si c'est possible, évidemment. Parce que c'est ce qu'on cherche tous, hein, c'est essayer de détecter avant que le mal se produise, évidemment. Donc en gros, si je schématise un peu comment ça fonctionne, nous, au SOC, comment on fonctionne? C'est-à-dire que on va récolter des journaux d'événements qui seront analysés. Si le journal est quelque part une alerte, on va être transformé en alerte. Cette alerte-là va être analysée et prise en charge par un analyste. Donc en général, c'est un analyste SOC qui s'occupe de ce travail-là. Cette analyse va apporter donc son expertise et va surtout, ce qui est le plus important, prendre une décision. Il va prendre une décision dans un contexte. Et le contexte, en fait, il est très important dans ce cas de figure, enfin dans chaque alerte, parce que ça nous permet d'avoir, par exemple, si une alerte, elle sonne en criticité low, ça ne veut pas dire que cette alerte n'est pas importante. Ça veut dire que elle a été détectée en tant que low, mais si on la remet dans un contexte spécifique ou dans un autre contexte plus global, c'est au bon sens de l'analyste, de prendre une décision et de savoir ce qui va se passer plus tard ou ce qui s'est déjà passé. Pour le coup, essayer de détecter, de mettre en relation des événements. Ce travail-là, c'est quelque chose qui demande quand même de l'expertise et surtout de l'expérience, parce que c'est quelque chose qu'on apprend. Alors maintenant, on a de plus en plus d'outils qui nous aident dans cette démarche et à la prise de décision. On va en parler un petit peu de cette prise de décision un peu plus tard. Mais du coup, cette prise de décision elle va être amenée à surtout pouvoir apporter une réponse à un incident, prendre une responsabilité et surtout prévenir les bons acteurs pour qu'ils puissent intervenir et bloquer ou pas, faire des actions pour essayer de contenir l'attaque ou tout simplement de prévenir une attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, côté SOC, on récupère donc des journaux. On voit tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut détecter tout ce qui est aussi mauvaise pratique. Ça, on le voit hein, quand un utilisateur, par exemple, je prends l'exemple, on le voit souvent tous les jours, c'est des utilisateurs qui n'utilisent pas de gestionnaire de mot de passe, qui stockent leur mot de passe dans des Excel ou dans des blocs-notes. Ça, malheureusement, on en voit beaucoup.
On voit tout ça. La question, c'est est-ce que on prend la décision d'intervenir ou pas. Évidemment, ça c'est des bonnes pratiques et on a un devoir de conseil, donc effectivement, en général, on se charge de ça. Si tu peux passer à la slide Ouais. suivante, Pierre. Donc voilà, là, je vous montre ici le déroulé de gestion d'un incident. Donc, un événement remonté, une alerte est créée, l'expertise est apportée, la prise de décision, le processus d'alerting. Le processus d'alerting, ça peut être vraiment en fonction du cas et en fonction de chaque client, entre guillemets, parce que si tu passes à la slide d'après, Pierre, s'il te plaît. Donc si je vous parlais maintenant du SOC manager, en fait, je dis tout à l'heure que les entreprises qui avaient la chance de se doter d'un SOC, c'est très bien, mais pas tout le monde a le temps de s'occuper de cette partie-là de la sécurité et surtout n'a pas tellement l'expertise pour justement apporter à ce genre de besoin. Alors quand je parle de besoin, c'est surtout le besoin de sécurité permanente, mais surtout des fois, et en grande partie, des besoins à titre légaux pour répondre à des réglementations. Donc nous, c'est ce qui se passe chez Monaco Cybersécurité, c'est qu'on est un SOC externe, un SOC manager. Notre but ici, c'est d'accéder à, enfin pas d'accéder, mais plutôt de s'implémenter et surtout de comprendre comment votre organisation fonctionne et quelles sont ses habitudes, quels sont les logiciels que vous utilisez, les habitudes, comment vous travaillez. Et notre but, c'est d'apprendre pour justement être en phase avec notre détection. C'est-à-dire que si on comprend que vous avez l'habitude d'utiliser ce type d'outil ou de travailler sur tel protocole IP, travailler sur n'importe quel support, nous on va apprendre de ça et permettre justement de peaufiner la détection et d'accroître la détection quand il y aura vraiment quelque chose d'important. Parce que notre but ici, ce n'est pas non plus de vous alerter à gauche et à droite toutes les 5 secondes pour vous dire qu'il y a un problème ou qu'on a détecté quelque chose. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est vraiment une expertise sur la détection. Sinon, vous n'avez pas besoin de nous, hein. N'importe quel logiciel d'antivirus pourra faire la même chose que nous si c'est pour recevoir des mails automatiques dans une boîte. Nous, ce qu'on essaie d'apporter ici, c'est une expertise et de vous avertir quand on a quelque chose à vous faire remonter ou surtout faire une levée de doute et pourquoi pas passer à une réponse à incident si jamais le cas en demande. Et donc pour ça, on a des outils, on a des hommes, on a des outils qui nous aident dans ce travail-là. Et puisqu'on en est à parler d'outils, donc aujourd'hui on parle du NDR. On a d'autres outils qui servent aussi à faire ce qu'on appelle du coup la corrélation, je vous en parlais juste avant, mais reprendre le contexte global au travers de différents outils et de mettre sur une timeline ce qui s'est passé et prendre en compte le contexte. Plusieurs outils sont nécessaires, mais notamment ici on parle du NDR, ça va être un outil qui va beaucoup nous aider sur la partie détection, surtout la partie prévention en fait. Alors il y a d'autres utilités, on va peut-être en parler un petit peu après, mais typiquement, si je peux prendre l'exemple, je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou pas, mais Gatewatcher, on l'a déjà en production chez un de nos clients depuis quelques mois maintenant. Et effectivement, on a réussi à détecter une menace avant que ça n'aille plus loin et ça a été un succès. Et pour le coup, je n'ai pas essayé de tenter de voir ce que ça aurait donné si ça aurait été plus loin. On a coupé avant, quoi. Mais bon, peut-être que d'autres outils l'auraient détecté aussi, mais en tout cas, ils l'auraient détecté peut-être trop tard. Et pour nous, le but, c'est de bloquer avant que ça se produise, évidemment. Donc pour le coup, oui, Pierre, je sais pas si tu peux continuer. Après, on est le NDR, c'est un outil qui va nous aider donc du coup dans cette détection. Et Moi, voilà, on a. je reviens sur ce que tu viens de dire par rapport au cas que vous avez eu et que tu évoques. Ouais. Faisant écho à ce que je disais back to basic sur les communications. Dans cette activité du SOC que moi je résume et de façon très synthétique sur 3 termes qui sont qualifier un incident, donc qualifier un signal, investiguer un incident de sécurité et réagir à un incident de sécurité. Et gardez bien en tête ce que je disais avant sur les communications entre une machine A et une machine B. Le NDR a cet avantage que finalement, il joue son rôle de détection au moment du transit.
C'est-à-dire au moment où l'attaquant, si je reprends ma casquette d'attaquant offensif, est en train de lancer la commande qui va lui permettre d'avoir, par exemple, un accès initial sur une machine ou depuis cette machine-là, de rebondir vers une autre dans votre réseau, etc. Et donc, le NDR va faire cette détection à ce moment-là, pendant le transit de l'information. Si on compare, et je vais reprendre l'exemple que tu évoquais sur un antivirus, c'est quelque chose qui est positionné sur le point terminal, donc sur la destination que l'attaquant cherche à joindre. Donc, de facto, d'un point de vue purement pragmatique, temporairement parlant, le NDR aujourd'hui aura des capacités de détection, modulo, les performances, etc., les capacités, mais ça c'est quelque chose qui est traité bien en amont au moment de l'implémentation. Mais intrinsèquement parlant, si on compare les deux solutions, indéniablement, le NDR détectera forcément plus tôt. Ça sera la même chose par rapport à des solutions type EDR ou des SIEM, avec d'autres avantages, d'autres inconvénients. Je ne le dis pas, parce que comme le disait Florent, je pense qu'il y a cette notion de contextualisation d'un signal d'alerte, d'un signal faible. Je pense que c'est la force aussi du NDR pour vous, pour votre écosystème, c'est que vous avez aujourd'hui certainement plusieurs technologies au sein du SOC que vous exploitez sur différentes problématiques, mais c'est l'ensemble en fait qui va permettre à votre analyste in fine de détecter si c'est un faux positif, donc un signal qui n'est pas finalement un problème de sécurité informatique, mais potentiellement un problème de mauvaise pratique ou de shadow IT, etc. Alors, ça reste un problème de sécurité, mais pas comme si on était en train de détecter qu'un attaquant est en train d'exécuter des commandes sur une machine finale, mais quand l'analyse va avoir les informations du NDR, les journaux que tu évoquais tout à l'heure, finalement, c'est tout ce contexte-là qui va lui permettre d'être convaincu sur les prochaines étapes à mener. Blocage du endpoint, désactiver l'utilisateur, avertir mon client, etc., etc., etc. C'est ce contexte-là. Et dans ce cadre-là, c'est certain que le NDR a un énorme rôle à jouer. Je pourrais revenir dans la suite. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, même pour la partie investigation, c'est-à-dire qu'une fois qu'un événement est avéré comme dangereux et a été, c'est avéré que c'est dangereux, même pour la partie investigation, ça va nous être très utile pour le coup, tu en as parlé aussi Pierre, la partie Shadow IT, parce que quand on remonte les événements au travers de différents logiciels et quand ensuite on passe aux côtés du NDR pour voir ce qui s'est passé, parce que je rappelle le NDR, on voit vraiment tous les trafics d'un point A à un point B, et on voit tous les trafics. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir détecter le Shadow IT, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le Shadow IT, c'est vraiment, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de découvrir qu'au final, on a un appareil qui est connecté au sein du réseau et qui n'est même pas référencé dans les assets connus de l'entreprise. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que quelqu'un réussit à se connecter et qui peut faire, qui est sur le réseau, mais que nous, on ne le voit pas. Et pour le coup, le NDR, vu qu'on analyse les paquets et qu'on analyse le flux, on n'est pas sur les machines, on est sur du flux, on peut voir les communications. Et c'est comme ça que, alors, il faudra peut-être qu'on vous montre un peu plus tard, mais on a des matrices et on peut vraiment voir des relations entre les assets pour voir qui parle à qui et sur une timeline définie. Et ça, c'est très très utile pour la partie investigation quand nous, on doit rendre des rapports sur un rapport d'incident. Ça nous aide beaucoup dans ce travail-là parce qu'on quelque part, on n'aurait jamais su qu'un attaquant était sur le réseau si on n'avait pas eu ce genre d'outil. Donc le NDR, pour moi, c'est ça la principale force, c'est vraiment de ne pas être sur des machines qui sont référencées, mais être sur le réseau en lui-même, donc le point névralgique de communication entre toutes les machines. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je voulais passer à ce slide-là, finalement, qui était pour bien rappeler et pour débuter cette réponse sur où positionner mon point de collecte. Le point de collecte, c'est ici sur ce slide, le petit point rouge GetWatcher qui est à gauche, ça va être un point de collecte unique pour un ensemble, comme le disait à l'instant Florent, un ensemble d'équipements qui discutent sur le réseau. Que ça soit lié à un équipement, un laptop, un PC, etc., un serveur, mais c'est bien plus que ça, parce qu'on va aussi, grâce au NDR, voir passer tout ce qui est
comportement lié à l'identité. Ce que j'appelle comportement lié à l'identité, c'est savoir que Florent, à un instant T, il est sur telle machine, il est en train d'accéder à tel applicatif qui est dans tel cloud ou à tel endroit, etc., qui est chez moi, qui n'est pas chez moi, et qu'il utilise telle typologie d'information. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble d'activités légitime et dans notre cas de détection illégitime qu'on va chercher à capturer. Et on va le capturer d'une façon finalement très simple et de la façon la moins intrusive possible. On va recopier le trafic de production. C'est-à-dire qu'on va créer une dérivation, copie, complète de votre trafic via différentes mécaniques et là-dessus on est très très flexible que je vais partager à l'écran, que ce soit du port mirroring, du span, airspan, tap, vtap, c'est très technique, mais globalement ça veut juste dire que je fais un Y entre la production et la copie, et puis je vais travailler ma détection uniquement sur la copie. Ce qui fait quoi que de facto, là on répond à une première problématique, c'est qu'un NDR ne vient pas du tout impacter votre production. Vos flux de production restent tels quels et vont continuer à fonctionner. Nous, on va travailler sur la copie. Et qu'est-ce que nous, principalement, on va faire sur cette copie-là? Eh bien, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue IT, historiquement. Maintenant, nous, on porte aussi de l'OT. Et si on regarde un petit peu en termes d'IT, quand on dit qu'on voit tout, c'est que déjà, si je regarde par rapport à la liste que j'évoquais tout à l'heure de mon modèle TCP/IP, en fait, on parle aujourd'hui de plus de 22 protocoles qui sont analysés. Alors, je vous ai mis une petite liste à droite pour bien vous présenter un peu les principaux, mais ce n'est pas uniquement ceux-là. Excusez-moi, on va bien plus loin que ça. Mais déjà, à travers ces quelques protocoles, et l'information qu'on a à disposition, notamment dans ce qu'on va appeler les métadatas, les métadonnées, donc c'est les entêtes, etc. Quand c'est pas chiffré, c'est aussi la payload, donc le fichier, donc le comment d'exécuter. Eh bien, on va pouvoir extrêmement voir de façon très précise, à un instant T, comme le disait Florent, sur une timeline complète, ce qui se passe pour un utilisateur en particulier. Donc, on va agréger tout ça pour un utilisateur. Donc, si l'analyste il doit se focaliser sur qu'est-ce qu'a fait tel ou tel utilisateur, pourquoi tel ou tel utilisateur a un risque score qui est plus élevé qu'un autre, ben, on va pouvoir le faire. Même chose sur une machine en particulier, sur l'usage des données. On parlait du Shadow IT. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous licenciez un collaborateur ou un collaborateur décide de quitter l'entreprise. Ben, nous, on a eu le cas, un collaborateur qui a pris toutes ses archives et qui a fait copy-paste vers Google Drive. Eh ben, je vois Florent qui hoche de la tête. On le sait, il y a de l'éthique ou il n'y a pas d'éthique, mais d'un certain côté, c'est de l'exfiltration d'informations propre à l'entreprise. Je connais très peu d'entreprises qui ne vous fassent pas signer un papier à l'entrée en disant ce que vous créez comme valeur pour l'entreprise, que ce soit de la donnée, notamment digitale, et reste propriété de l'entreprise, même quand vous partez. Ben, voilà, c'est un cas d'usage du NDR. C'est pas détourné, c'est une réalité. C'est-à-dire que le comportement de cette personne-là a été exactement la même que celle d'un attaquant qui chercherait à exfiltrer de l'information. Donc voilà, donc tout ça, c'est possible sur de l'IT, mais on fait aussi de l'OT. Alors, j'ai mis quelques protocoles ici si on a des personnes qui sont spécialisées sur la sécurisation ou qui ont à sécuriser des environnements outils. Pour votre information, ne serait-ce qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 protocoles différents, aujourd'hui, nous, on a des cas où on est capable et on a identifié qu'on pouvait traiter plus de 40 constructeurs de matériel, d'équipements industriels. Quand je dis équipement, ça va être de la station de contrôle ICS, CADA, etc., jusqu'au PLC, donc vraiment la sonde de température, de pression, etc. Donc, une nouvelle fois, ces équipements-là, avec la convergence qu'il y a entre les domaines IT et OT, on parle d'outils, de systèmes industriels, etc., ça reste du TCP/IP. Je reviens à ce que je disais du back to basic dès le début. Un équipement digital qui est connecté sur votre infrastructure ou sur votre périmètre OT aujourd'hui discute potentiellement avec d'autres équipements OT avec cette pile, c'est ce modèle TCP/IP. Donc, on va retrouver les mêmes problématiques, les mêmes capacités de détection. Et il est piloté potentiellement par une station de contrôle qui est, une nouvelle fois, fonctionnellement parlant ou d'un point de vue organisationnel dans le périmètre OT, mais qui reste de l'IT d'un point de vue très basique. Ça reste un PC ou une station un peu améliorée, etc. Mais une nouvelle fois, ces deux machines-là discutent en digital, suivant le modèle TCP/IP. Donc, une nouvelle fois, on va pouvoir collecter. Et si on essaie de prendre beaucoup plus de hauteur, et qu'on essaie de regarder un petit peu la problématique de savoir où je veux me positionner dans un réseau,
J'ai repris ici un schéma très basique pour d'un réseau d'entreprise qui fait un peu de tout, qui a des serveurs, des utilisateurs, des réseaux sensibles, des réseaux industriels, etc. Et puis qui utilise aussi des applications chez un AWS, un Azure, etc. Et puis, qui travaille également, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un des gros enjeux pour 2025-2026, c'est comment je me protège aussi ou comment je travaille en confiance d'un point de vue digital avec mes partenaires. Et par rapport à ce réseau-là, la vraie question qui se pose en amont dans tout projet, que ce soit en phase préparatoire ou en phase d'initialisation d'implémentation, c'est où est-ce que je veux poser mon point de collecte. Je le disais tout à l'heure. Et finalement, vous voyez que sur ce schéma-là, moi, je suis capable de le positionner aujourd'hui partout. Par contre, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que par rapport à son positionnement, on ne va pas voir la même chose. Si je me positionne au niveau de mon core switch qui est plus orienté LAN, je vais avoir cette capacité à avoir potentiellement tout ce qui va être du trafic dit Est-Ouest, donc de l'interne. Qu'est-ce qui se passe en termes d'intrusion, en termes de communication entre mon réseau d'utilisateurs, mon réseau de serveurs, etc., mon réseau sensible. Donc là, je vais avoir cette visibilité-là. Par exemple, si je vais plus sur mon core routeur qui est en haut, là, je vais renforcer parce que je vais voir ce qu'on appelle le réseau, le trafic nord-sud, c'est-à-dire les communications entre un utilisateur qui serait tout en bas sur le LAN utilisateur et puis une communication qui aurait lieu vers un serveur AWS. Et puis, l'AWS, je parle du privé, mais potentiellement quelqu'un qui est dans votre entreprise, qui sur sa pause déjeuner fait du Netflix, vous le verrez aussi, en fait. Là-dessus, il n'y aura pas de filtrage, nous, on le verra de la même façon. Donc, voilà, suivant où vous allez le positionner, vous allez voir plus ou moins d'informations, plus ou moins de communication, mais c'est important de l'avoir en tête parce que implicitement, ça va définir des zones de sécurité ou des zones sécurisées par le NDR. Et il y a 3 éléments qu'il faut quand même, que moi je souhaite répéter quand même aujourd'hui, c'est que par rapport à cette approche-là et une plateforme globale qui aille de la collecte à travers des solutions type des TAP, de Divisibility GateWatcher jusqu'à des assistants AI, etc., c'est qu'à chaque fois, il y a dans nos problématiques, quand on implémente un NDR, il y a toujours cette notion de la copie du trafic, donc on a 0 impact sur vos performances. Ça, c'est important, notamment, je rebondis sur le deuxième point qui est l'outil, la diversité des protocoles. 0 impact dans une industrie. Je ne sais pas si on a des industriels avec nous, mais moi, la question que j'ai à chaque fois pour eux, c'est de dire quel est l'impact financier d'une coupure sur une chaîne de production, ne serait-ce que de 5 minutes. Je suis certain que la grande majorité a le chiffre financier, l'impact financier, de dire ma chaîne de production de gâteaux, elle s'arrête pendant 5 minutes, ça me coûte tant. Là, nous, on va pouvoir faire la détection là-dessus, sur ces éléments-là, à 0 impact de perf, c'est-à-dire que vos indicateurs restent les mêmes, vos attentes, vos prévisions et vos ambitions restent les mêmes. Enfin, je le répète, on l'a déjà dit de plusieurs manières, c'est cette visibilité globale. Trafic Est-Ouest, Nord-Sud, on voit tous les assets, tous les utilisateurs, qu'ils soient légitimes, illégitimes. Je vais prendre un autre exemple qu'évoquait tout à l'heure Florent. Quand on arrive dans un hôpital, que l'hôpital nous met à disposition un Wi-Fi guest. Dans le meilleur des cas, il est bien isolé du reste, mais d'un certain côté, vis-à-vis de la sécurité de l'hôpital, vous devenez un nouvel asset sur ce réseau de l'hôpital. Et suivant comment vous positionnez votre NDR, votre point de capture, en fait, certes, l'hôpital ne peut pas, il n'a légitimement pas le droit de vous dire vous vous connectez si vous avez installé ça, vous avez signé de votre sang, etc. Néanmoins, grâce au NDR, il a la visibilité sur ce que vous allez faire sur ce réseau-là. Et il peut intervenir le cas échéant. Et je peux vous garantir qu'on a vu des cas de figure où des gens, sans s'en rendre compte, par mauvais usage, mauvaise hygiène digitale, se mettent dans des situations où ils arrivent avec un PC, un téléphone qui sont pas propres, qui sont digitalement parlant pas propres et qui pourraient porter atteinte, notamment par rapport à des capacités de rebond sur d'autres réseaux, etc., porter atteinte au fonctionnement de l'hôpital, quoi. Donc ça, c'est absolument... Et ça, on le voit tous les jours au SOC. Je mets mon petit grain de sel, mais on en a pas mal des alertes comme ça. Donc, je pense que c'est systématique. Et si on regarde un peu plus dans le détail de ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui avec un NDR,
et je reviendrai sur l'approche particulière de GateWatcher, sur comment on construit ces éléments-là. On a une capacité d'observation qui est telle qu'on est capable, en combinant en fait les technologies de détection, de détecter plein de menaces, que ça soit je vais dire, de la plus basique, historique, le fichier malveillant. Je reviens au début des années 2000, aux années 90. Le petit virus qui était passé à droite à gauche, voilà, un fichier, il est vérolé, ok. Avec ça, on va pouvoir le passer avec plusieurs analyses, plusieurs antivirus. On va pouvoir également sur de la signature. Donc la signature, c'est quoi? C'est des indicateurs, ou en tout cas des marqueurs, où on sait que on va mettre des conditions. Si je vois ça à tel moment, avec telle condition, tel marqueur, tel verbe, etc., je sais que c'est quelque chose qui est malicieux. Ben là, c'est la même chose. On va pouvoir voir tous les trafics malveillants, mais connus. Je vais mettre le payload ensuite en bas, avec l'analyse. Ça, c'est extrêmement important. PowerShell offusqué, fileless attack. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, sur tout réseau d'entreprise, vous ne pouvez pas désactiver quelque chose qui s'appelle PowerShell, qui est PSExec pour les intimes, qui est gentiment installé par Microsoft sur toutes les machines. Et si je me réfère à ce que dit le FBI, la NSA, le CISA aux US, ne désactivez pas cet utilitaire, si je peux l'appeler comme ça, cet exécutable, parce que il rend tellement de services d'un point de vue administratif, sysadmin en fait, administrateur réseau, qui n'est jamais désactivé. Par contre, son pouvoir, entre guillemets, de nuisance ou d'usage d'un point de vue offensif, je ne vais pas dire qu'il est inconnu, mais avec une ligne qui n'est pas plus large que votre écran, que peut vous fournir un chat GPT, vous faites un mouvement latéral aujourd'hui dans un réseau. Ni plus ni moins que ça. Et il est important de prendre ça, de prendre conscience de ça, parce qu'aujourd'hui, un attaquant, c'est bien ça, et je ferai un petit détail là-dessus derrière, va énormément utiliser du shellcode, du PowerShell, va essayer d'offusquer ce code-là. Il va l'encoder, il va le chiffrer, etc., etc., etc. Eh bien, avec l'analyse des payloads, quand il est non chiffré, donc, on va pouvoir faire cette analyse en profondeur et évaluer la criticité de la situation. Je vous donne un cas, j'ai un cas en tête, un exemple en tête. On a eu c'était pas dans un hôpital, cette fois c'était sur un environnement industriel. En fait, on s'est rendu compte que la manière dont le tiers de confiance avait scripté via PowerShell la mise en place des updates était identifié comme malicieuse de notre côté, mais parce que mal codé, avec des failles. Donc on a pu apporter enfin en tout cas des usages de fonctions, des chaînages de fonctions qui faisaient que c'était pas logique, pas pertinent. Donc on a pu faire ce travail-là. Ensuite, je vais passer côté CTI. Alors CTI pour les béotiens, CTI, Cyber Threat Intelligence. C'est du renseignement sur la menace. C'est tout un travail qu'on fait chez GateWatcher, de collecte d'informations, dark web, etc., pour récupérer des IOC, donc des indicateurs de compromission. Et en fait, GateWatcher, c'est pas uniquement du renseignement, c'est quelque chose qu'on veut opérationnaliser. C'est-à-dire de cette connaissance-là, on en extrait des règles de détection, des capacités de détection, notamment pour analyser par rapport à votre historique, c'est-à-dire sur les nouvelles menaces qui sont juste connues, être capable de se dire, est-ce que dans le passé, je ne fais pas partie, malheureusement, de ceux qui se sont fait avoir par l'exploitation de tel ou tel CVE, et potentiellement, est-ce que ce n'est pas en cours, etc. Donc ça, c'est tout l'avantage de pouvoir opérationnaliser très, très rapidement et d'utiliser cette capacité de renseignement. Et puis, la plus grosse partie, c'est quand même le behavior analytics. Alors, behavior analytics, c'est quoi? C'est l'analyse comportementale, l'analyse comportementale de l'activité qui est présente sur vos réseaux. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que très rapidement, on peut identifier les menaces les plus avancées. Identifier les menaces les plus avancées. Nous, on a des cas où on a identifié des 0D en avance, en fait. Sans savoir que c'était une 0D, c'est qu'on a pu lever des alertes sur des signaux très faibles, mais
très pertinent d'un attaquant qui était en train d'établir un accès persistant via une nouvelle technique. Ou un nouveau code malveillant, etc. Via de nouveaux phishing, utilisant de nouvelles adresses qui étaient inconnues de notre CTI, parce qu'il faut bien savoir que le behavior analytics, chez nous, chez GetWatcher, il y a 0 CTI à l'intérieur. C'est-à-dire que le principe, c'est quand même de faire des algorithmes de détection d'intelligence qui vont pouvoir fonctionner chez vous, on-prem complètement, donc complètement déconnectés de ressources, cloud, etc., mais qui vont garder néanmoins toute leur capacité de détection sur tout le chemin d'attaque. Et ça, c'est primordial. Comment on y arrive? C'est qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment on a développé nos moteurs d'attaque, de détection, pardon, excusez-moi, pas lapsus révélateur, moteur de détection, on a une approche qui est assez singulière chez GetWatcher, qui est de dire, et de prendre une première hypothèse, qui est de dire, je n'apporterai pas l'assurance de détecter un attaquant à toutes les étapes d'une attaque, à toutes les actions qu'il va devoir mener sur une attaque. Néanmoins, de par toutes les analyses que j'ai faites en amont, toute la connaissance que j'ai acquise sur comment se déroule une attaque, et on a des équipes qui sont spécialisées chez nous, avec certaines personnes qui ont des passifs offensifs. Eh bien, grâce à tout ce travail-là, qui est bien fait en amont de notre côté, on identifie en fait des points de passage obligatoires, des actions obligatoires, des techniques obligatoires dans toute attaque, et on va focaliser nos moteurs de détection sur certains de ces points-là. Et in fine, quand je disais tout à l'heure, je n'apporte pas la garantie de pouvoir détecter un attaquant à chacune des étapes. Par contre, ce que je garantis, c'est que potentiellement, et c'est bien l'objet de ce que vous avez ici sous les yeux, c'est que je garantis qu'à n'importe quelle étape d'une attaque, j'ai plusieurs moyens de le détecter. Et implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, j'accepte de dire, finalement, un moteur, par exemple, SigFlow, sur une phase de reconnaissance où l'attaquant utiliserait telle technique pourrait être pertinent, quand un moteur comme NBA ne le serait pas, ou vice-versa. Mais à défaut, je sais que les deux me couvrent déjà très très bien. Et on va voir que plus on va aller vers la fin de la phase d'attaque, alors Recon, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire c'est les premières étapes de reconnaissance d'un réseau. Quels sont les IP, est-ce qu'il y a des ports ouverts, des services ouverts disponibles, des vulnérabilités, etc. Puis l'action objectif, c'est vraiment j'ai chiffré, j'ai exfiltré, c'est réglé. Et bien, vous voyez bien que là, sur beaucoup de phases, ou plutôt dès la mise en place de l'accès initial ou du delivery, eh bien, il y a déjà beaucoup de capacités à détecter, à remonter les premiers signaux, à informer mon SOC qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense, Laurent, que c'est aussi énormément d'aide et d'anticipation. Finalement, je ne vais pas parler encore de proactivité en termes de défense, mais c'est une réactivité accrue et de complémentarité avec le reste de votre écosystème. Ah bah complètement, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est qu'on essaie avec le NDR, avec les flux réseau qu'on intercepte, de prévenir avant que ça se produise. Donc effectivement, nous, ça nous aide grandement. Donc c'est complètement dans l'objectif, le but du SOC en général, de protéger à tout moment, quoi. Donc c'est plus qu'utile, effectivement. Ouais. Donc, ça, c'est important d'avoir en tête. Alors, pour vous démontrer par A plus B, ça, je vais vous présenter un schéma d'attaque qui a valu à une certaine personne de finir au ministère de la Défense et travailler pour nos armées en France. Assez basiquement, il va commencer par préparer ses outils et préparer son arsenal offensif. Qu'on entend tous les jours aux informations. Il a envoyé un mail de phishing à la cible. Alors, il a utilisé tout le contexte. Je ne reviendrai pas dans les détails pour pas qu'on puisse l'identifier, mais il a utilisé le contexte pour envoyer le bon mail au bon moment. On aurait juste, par exemple, l'exemple du Black Friday. Période de promotion, vous envoyez les Black Friday, vous avez 10 000 mails de promotion, il y en a bien à la trappe, c'est forcément un phishing. Ce mail-là, qu'est-ce qu'il fait? La personne a cliqué dessus, et on va rentrer dans la phase d'exploitation. Cette personne-là va visuellement, concrètement, avoir l'impression d'aller sur un site légitime, notamment là en l'occurrence c'est un site du gouvernement pour avoir des informations, etc. Donc elle a l'impression de surfer, etc. comme il faut, sauf que en background ou en parallèle, en fait, le phishing, le lien fait qu'il va aussi aller télécharger
des malwares, des exploits ou des outils en fait, de malveillance sur un serveur de contrôle contrôlé par l'attaquant, qui vont finalement en fait venir infecter encore plus la machine de la cible avec une installation de ces outils-là, du code malicieux. Donc là, on va avoir un canal de communication chiffré qui va s'établir entre la cible et l'attaquant. Donc là, c'est bien, hein, j'ai accès, moi si je suis attaquant, j'ai accès à ma cible à travers un canal qui est chiffré, offusqué. Je vais pouvoir lui faire croire qu'en fait, il est en train de discuter sur un applicatif Gmail, tiens, voilà, qu'on utilise tous, ou voilà. Pas de souci, là j'ai mon accès. Je vais aller encore plus loin, je vais essayer d'installer ma persistance. C'est-à-dire que même si la personne elle redémarre, etc., je veux garder ma persistance. J'ai mis la main sur cette cible-là, je veux la garder. Très bien. Une fois que j'ai pris la main dessus, je vais aussi, et c'est un peu l'image que vous avez eue à l'instant, je vais aller télécharger les fichiers qui m'intéressent. Déjà sur cette cible-là, premier sujet. Mais je vais potentiellement faire encore mieux. C'est que ce fichier-là, je vais m'arranger pour aller faire un mouvement latéral. C'est-à-dire que je vais le leurrer, je vais le pourrir. Prenez un. Alors, je ne vais pas dire moi le premier parce que j'ai arrêté cette pratique-là, mais vous allez dans beaucoup d'entreprises, les fichiers que vous utilisez le plus souvent, où est-ce qu'ils sont sur votre PC, sur votre bureau? C'est le fichier où c'est un lien à la compta, c'est un lien de fichier de logistique, c'est le fichier Excel qui vous sert à faire votre reporting, qui est partagé avec plein de personnes. Imaginez ce fichier-là, moi je vous le renvoie, il est à l'identique pour vous en tant qu'utilisateur, mais derrière il y a une macro qui tourne qui va me permettre de rebondir et de me dire, là ça y est, j'ai les clés, je vais voir qui je veux sur le réseau. Je vais aller chercher à faire un mouvement latéral vers d'autres de vos collaborateurs, rebelote, je télécharge un fichier, je réinfecte, et puis là c'est l'effet boule de neige domino, je vais aller chercher sur un serveur de documents partagés, s'il n'y a pas de la connaissance intellectuelle qui pourrait m'intéresser, des bases de données clients, et puis ça, qu'est-ce que j'en fais? Je vais l'exfiltrer. Je vais l'exfiltrer, alors potentiellement sur un autre serveur de contrôle pour éviter que s'il y en a un qui est perdu, ou en tout cas que si je me fais démasquer, je perde mes outils et mon gain, malheureusement. Mais ça, c'est vraiment, ici, vous avez le schéma d'une attaque classique, qu'on pourrait appeler à la fois le phishing, parce que vous l'avez vu au début, et puis toute la conséquence du ransomware, qu'on essaie de catégoriser sous la terminologie ransomware, avec l'exfiltration, le chiffrement, parce qu'une fois, là, je ne l'ai pas mis sur cette slide-là, mais une fois que j'ai pris l'accès en mouvement latéral, que je suis, je vais dire, admin sur les machines, de dire copie-colle ce fichier-là du serveur vers mon espace de fil de données, ou que je dis chiffre-moi cette machine-là, il y a quelques caractères, si je voulais schématiser, qui diffèrent. Donc, ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et là où le NDR est extrêmement pertinent, c'est que sur ce schéma-là, toutes les flèches rouges vont être visibles grâce à l'analyse du trafic réseau. Parce qu'elles correspondent toutes à une action d'une source attaquante que vous avez à votre gauche sur une ou plusieurs sources, ou plusieurs destinations, pardon, que vous avez à votre droite, les cibles. Donc, à chaque fois, l'exécution de la commande, la recherche, la découverte sur les réseaux, l'exploration du réseau, le téléchargement vers Internet, le retour de mes outils sur ma cible, le mouvement latéral, l'exfiltration, tout ça sont autant d'occasions de détection qu'un NDR va transformer en capacité de détection pour alerter un SOC et lui dire attention, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui se passe, c'est sur les prémices où on en est à tel moment pour que derrière, Florent et toutes ses équipes puissent intervenir et arriver, j'ai envie de vous dire, à intervenir. Allez, je vous donne jusque-là. L'accès initial est établi, j'ai le chiffrage. J'ai envie de dire, il n'y a pas encore trop de dommages. La personne, le PC, il est dégommé, ok, très bien. Mais il n'y a pas encore, il y a l'exfiltration de données qui sont liées à la cible initiale, mais vous n'avez pas encore toute l'exfiltration globale de vos bases de données, quoi. Donc ça, c'est... Et après, honnêtement, là, si on regarde le schéma, on se dit c'est tiré par les cheveux. Il faut quand même beaucoup de, comment dire, il faut quand même beaucoup de variables pour que ça fonctionne. Mais ne croyez pas, ça se passe le plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Et on le répétera jamais assez, mais petit tips, hein, la meilleure défense, enfin la plus grande faille d'un système d'information, c'est l'humain.
Donc nous et nos équipes et nos outils, on est là pour essayer de contrer ça, mais on va dire que la première ligne de défense, c'est l'humain et de ne pas cliquer sur des liens malveillants ou n'importe quoi d'autre qui serait légitime, quoi. Donc si on peut arriver avant là, on a des outils pour essayer de contrer ça, mais le mieux c'est de pas le faire de base, quoi. Donc, c'était le petit instant prévention. Non, mais enfin, on n'en fera jamais assez de prévention. Ça a raison. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir voilà, tous ces éléments-là en tête, parce que même si cette attaque-là, c'est peut-être, de mon point de vue, pas forcément la plus sophistiquée. J'aurais pu vous parler d'évasion de DR, de vous parler d'usage, etc., de vulnérabilité. Là, vous avez quelque chose de classique, je pense, qui est entendable et compréhensible. Et comme dit Florent, pour moi, ça représente, si on reprend toutes les attaques qui ont lieu dernièrement en France, il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui sont quasiment câblés ou pris sur ce schéma-là. Voilà pour aujourd'hui avec Florent. Florent, j'ai une question dans le chat que je viens de voir. Oui. Back to basic, le NDR évoqué par Florent fait partie du SI ou du SOC externalisé? Alors, je vais faire une partie de réponse et Oui, une partie vas-y. technique, je te laisse faire la partie opérationnelle si tu veux bien. Oui, bien sûr. Technique, nous, un NDR aujourd'hui va fonctionner de la façon suivante. J'ai parlé beaucoup du point de collecte. Donc, effectivement, ce point de collecte, il est implémenté au sein des systèmes d'information des clients qu'un SOC va chercher à protéger, donc pour capturer cette information-là. Et puis nous, on fournit à nos partenaires, en l'occurrence les équipes de Florent, on fournit ce qu'on va appeler un manager qui, lui, va avoir des capacités avancées de configuration de la politique de sécurité, de détection, d'investigation, d'accès aux métadonnées pour faire des forensiques, etc. Et c'est ça qui est utilisé quotidiennement pour toutes ces tâches qui sont à réaliser au niveau du SOC. Et on va aussi démultiplier, parce qu'il y a un autre aspect sur lequel nous on avance énormément aujourd'hui, un autre bloc qu'on appelle cockpit chez Gatewatcher, qui permet aussi à un SOC comme celui de Monaco Cybersécurité, qui est de dire j'ai plusieurs clients à protéger. Grâce à cette brique cockpit fournie par Gatewatcher, c'est-à-dire j'ai un client A, B, C, D, E, je arrive à tous les protéger dans une même capsule, un même environnement, multi-tenant en fait, et que potentiellement, si A et B se font avoir en même temps par la même personne, on va donner la capacité à Monaco Cybersécurité d'intervenir globalement sur les deux clients, toujours dans cette optique de dire on détecte plus tôt et on accélère l'investigation. Voilà. C'est ça. Vraiment technique. Après, pour la partie opérationnelle, donc comme l'a dit Pierre, on est partenaire et on maîtrise la solution, on est capable de la gérer et de la déployer. Encore une fois, ça prend du temps, hein, parce qu'il faut analyser les réseaux, il faut analyser justement où placer la sonde, parce que c'est quand même, pour moi le point le plus important de cette solution, c'est la mettre à quel endroit et pour que ce soit le plus efficace possible. Et si je ne m'abuse, je crois que la prochaine question va parler de ça. Mais typiquement, nous, on est capable de le déployer et de le gérer au quotidien dans le cadre d'un SOC manager. C'est-à-dire que cette solution-là, parce qu'il faut le rappeler, Gatewatcher, c'est un outil. Donc, si vous êtes capable de vous en servir vous-même, tant mieux. Par contre, si vous n'avez pas le temps ou pas l'expertise, le SOC externalisé, enfin un SOC, pourra clairement s'en charger pour vous et du coup mettre en place toute la partie alerting et surtout d'apporter l'expertise grâce à la solution du NDR Gatewatcher. Effectivement. Tu soulèves un vrai sujet là, qu'on a traité nous à travers une fois également à travers Cockpit, c'est l'aspect collaboratif et avec vos clients. Une investigation cyber, vous pouvez la faire au côté SOC avec l'expertise technique, mais nous, à travers Cockpit, on a aussi voulu donner la capacité au client final, aux administrateurs côté client final, protégés, de travailler en collaboration avec le SOC. Apporter des éléments de contexte, notamment métier. Parce que c'est aussi, je pense, important, parce que d'un point de vue très technique, on peut se dire, la cible, c'est telle adresse IP, ok. Mais d'un point de vue métier, ça peut avoir une grosse différence de dire, cette machine-là, c'est celle qui est cachée dans un placard, ou, ah non, c'est celui du VIP, ah non, c'est celui du service comptabilité, etc. Et arriver à travailler ça. Donc ça, nous, on met en capacité, les intervenants du SOC de pouvoir travailler dans cette optique-là et de côté client comprendre
monter en compétences aussi, s'acculturer à ces technologies-là, avec le support des acteurs du SOC, quoi. Donc, j'espère qu'on a répondu. J'avais une autre question. Alors, celle-ci, elle est top aussi. Qu'est-ce que vous conseillez comme endroit pour installer une plateforme NDR pour avoir le meilleur ratio visibilité-coût? Alors, je ne vais pas forcément parler du coût, parce que dans la notion de coût, il y a quand même beaucoup d'éléments qui interviennent, parce que je renverrai la question, enfin la problématique du coût sur une question qui est celle de l'évaluation du risque. C'est-à-dire, je reviens sur ma chaîne de production de tout à l'heure qui s'arrête quelques minutes. Quel coût, ou en tout cas quel budget on va engager face à plusieurs milliers potentiellement d'impact business si ma chaîne s'arrête. Ça, c'est un peu biaisé. Par contre, enfin biaisé, ça va être certainement propre à chacun. Par contre, la notion de visibilité, aussi, elle est cruciale. Elle est cruciale. Enfin, pour moi, dans tout ce que j'entends dans tous les meetings auxquels je peux participer en amont de projet, de mise en place, de proof of concept, etc., c'est récurrent. C'est récurrent. C'est sous couvert de où est-ce que je dois positionner cette sonde-là, ou en tout cas dans quel environnement on va positionner cette sonde-là quand le client est mature, etc. C'est cette notion de visibilité-là. J'en parlais sur le trafic est-ouest, nord-sud. Un cœur de réseau, c'est excellent. On va voir passer plein de choses. Maintenant, je vais prendre un autre exemple d'une entreprise A qui travaille en partenariat avec une entreprise B. Ces deux entreprises ont leur système d'information qui sont interconnectés, et les deux interconnexions finalement se font de cloud à cloud. L'une a son applicatif métier chez AWS, l'autre là chez Azure. Si je me positionne en cœur de réseau au sein même de votre réseau, potentiellement les discussions automatiques, les échanges, les communications entre vos applicatifs métiers, API to API, et bien là, je ne vais pas forcément les voir, parce qu'elles vont passer de cloud au cloud, elles vont passer d'AWS à Azure en passant par un WAN, par Internet, etc. Je ne les verrai pas. Donc, il y a vraiment un vrai travail à faire en amont et une prise de conscience, d'un certain côté, de se dire que si je positionne à tel endroit, je vais voir telle ou telle typologie de communication. C'est ça. Et après, c'est surtout alors, je pense que c'est limpide, mais ça dépend de plein de facteurs, la taille de l'entreprise, de comment est constitué son réseau, bien fait, moins bien fait. Ça, c'est clairement un travail qui est fait en amont, de l'installation du NDR. C'est que voilà, on s'assoit tous autour de la table, on met à plat un schéma réseau, de l'entreprise actuelle et on discute, on essaie de comprendre, ce qui est important pour vous, ce qui l'est moins. Est-ce que les VLAN sont bien configurés? Dans quel sens? Heu, Ça, vous avez vraiment, besoin de conseils, parce que forcément la sonde, on pourrait en mettre une partout, mais est-ce que c'est pertinent? On parle ici de coûts, mais des fois, on peut se retrouver avec 2 fois la même information, donc ça, c'est pas non plus pertinent non plus. Il faudrait vraiment s'asseoir autour de la table et discuter, de où installer cette fameuse sonde et heu et pour le coup, il y a vraiment une expertise à apporter de ce côté-là, niveau détection. C'est, heu, c'est variable effectivement comme installation. Je voulais revenir, si tu avais un peu de temps, là, Florence, sur le volet apport du NDR par rapport à votre écosystème. Oui, Euh, je rêverais que vous n'utilisiez que le NDR, qu'on s'entende bien. Néanmoins, je me doute bien qu'au niveau d'un SOC aujourd'hui, c'est tout un écosystème, c'est ça. plusieurs outils. Si on devait utiliser trois points forts en fait qui caractérisent et qui vont bien expliquer à tout le monde pourquoi le NDR est primordial dans une organisation SOC avec son outillage. Qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui? Bah, pour moi, en fait, c'est un outil, alors je vais pas dire complémentaire parce que tous les outils sont importants, mais ça nous apporte une vraie plus-value sur la contextualisation, en fait. Parce que rien que le fait de pouvoir voir les flux, heu, post, pas prévention, mais post-incident ou même, pré-incident, c'est vraiment un plus parce que pour le coup, il y a aucun autre outil qui est capable de faire ça. Moi, je rappelle que les autres outils qu'on travaille, donc avec des EDR, ou des firewalls, quoi que ce soit,
en fait, on a les journaux de la machine qui nous renvoie ces journaux à elle, en fait. Et ces journaux-là sont analysés, traités, analysés, enfin voilà. Sauf que le problème, c'est que si cette machine, un jour, elle arrête d'émettre ou qu'elle est elle est compromise, et ben l'attaquant peut falsifier les informations et pour le coup nous faire croire à des fausses informations. Ce qui avec le NDR, même si une machine est compromise et qu'elle falsifie les informations qu'elle renvoie, vu que nous on voit vraiment le trafic réseau dans son ensemble, l'attaquant il va pas se contenter de prendre seulement une machine, il va essayer de latéraliser et de rebondir sur d'autres secteurs. Donc pour moi le NDR ça a vraiment un avantage comparé aux autres solutions, c'est le fait de voir le tout dans son ensemble et pas seulement des points qui nous renvoient des informations, quoi. C'est... C'est important ça. Alors après, et tiens, je vais rebondir là-dessus. Pour peut-être l'une des dernières questions. Alors n'hésitez pas à poser dans le chat, hein, parce que je vois qu'on arrive à la fin. Une question qui concerne le fait de dire je veux centraliser, collecter les événements de plusieurs sondes. Alors oui, déjà by design, hein, nous côté GameTower, le NDR qu'on fournit, vous pouvez avoir plusieurs sondes réparties même géographiquement totalement différemment, du on-prem comme du cloud si vous avez des infrastructures cloud là-dessus, et on va consolider tout ça à travers un manager unique. Donc, alors il y a des questions de performance et à atteindre, etc. Mais ça, c'est géré bien en amont. Mais déjà, rien que si on regarde uniquement sur la lorgnette du NDR, on fournit une interface centralisée pour aller manager les différentes sondes. Donc, les différents signaux qui vont être captés sur différents périmètres vont être tous rapatriés et puis analysés globalement, ce qui nous permet notamment aussi de pouvoir faire cette consolidation par utilisateur, par asset, très rapidement sur plusieurs signaux, plusieurs détections qui auraient eu lieu sur un même, sur un même asset donc, ou utilisateur. Après, ça, je laisserai Florent compléter, terminer là-dessus, mais nous, on a tous les cas de figure. Honnêtement, quand je discute avec nos clients, on a des clients qui sont équipés en EDR, SIEM, enfin EDR, XDR et NDR, donc. Et certains vont avoir une démarche d'analyse directe par le NDR, l'EDR, et puis vont utiliser le XDR pour éliminer le bruit. D'autres vont avoir tout de suite la démarche XDR. À chaque fois, moi, que j'ai pu avoir ces discussions-là, il y a du pro, il y a du contre. J'ai pas de, je veux dire, de conviction, mis à part celle qu'évoquait Florent sur la compatibilité et le niveau d'information qu'on peut apporter. Après, niveau intégration, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, côté SOC, le NDR s'intègre complètement à nos outils déjà en place, hein. C'est-à-dire que nous, on utilise un SIEM. Les logs du Gatewatcher installé, ils remontent aussi vers le SIEM et qui sont aussi analysés avec des règles de détection maison. Donc l'outil est là, on peut s'en servir avec son interface, mais on peut aussi s'en servir en tant que point de collecte pour récupérer des informations sur le système pour être passé dans un autre moulinet après, hein, c'est complètement possible. Si on parle d'agrégation d'événements. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas, enfin, une nouvelle fois, je pense que faut pas avoir de conviction parce qu'on a des clients où j'ai des cas en tête où les clients ont commencé avec une démarche, ont changé. Ça va. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Je pense qu'il y a la maturité des équipes, l'appétence pour aller chercher telle ou telle typologie d'information. Potentiellement, c'est aussi très lié, comme tu disais, à la taille ou au mode de fonctionnement et d'usage sur les réseaux d'entreprise. C'est vraiment, voilà, ça peut être très différent, très très différent. Donc, très bien. Allez, il y a une dernière question. Merci pour cette personne. Que faire dans un contexte full cloud M365 sans réseau privé, un peu comme si toute la boîte en TT à temps plein, hors NDR, sur tous les endpoints, ouais. Tu veux répondre ou pas? Je te laisse, peut-être que tu as plus de... Non, full cloud. Alors, full cloud, moi, la première des questions par rapport à ça serait de poser qu'est-ce qu'on appelle full cloud M365. M365, est-ce que ça embarque aussi potentiellement le volet Azure, notamment?
ça peut être important parce que ça va déterminer un petit peu. Il faut savoir que chez Microsoft, hein, le 365, si vous n'utilisez que la partie 365, je vais dire mail, et puis enfin, E3, E5 de vos licences, mais que vous n'avez pas de workload, c'est pas toujours les mêmes éléments qui sont implémentés côté Microsoft. Mais tout le volet workload, on peut aller le monitorer, aller chercher ce trafic-là chez Microsoft. Alors, il y a quelques petites subtilités, mais moi, comme ça, intuitivement, très rapidement, la réponse que j'apporte, c'est déjà sur le volet Azure, Microsoft Azure Cloud, déjà, on a les capacités d'aller collecter l'information via des VTAP, etc. Et sur la partie pure M365, Microsoft met déjà à disposition c'est propre. Et là, je n'irai pas là-dessus, met déjà à disposition beaucoup de capacités de détection. Et vous pouvez venir les remplacer, enfin, les remplacer ou les compléter. Et nous, c'est plus ce cas de complément qu'on traite, notamment grâce à tout ce qu'on peut capturer en API, etc. Là-dessus, il n'y a pas de limite. Les cas de figure sont plus complexes, je veux dire, à imaginer directement, mais Sans concrètement se mettre au point névralgique là où passe par le réseau en point d'entrée ou de sortie, c'est là qu'il faut placer la sonde. Il n'y a pas besoin de mettre sur chaque host un agent, quoi que ce soit. Ça ne marche pas comme ça de toute façon. Ouais, alors tu soulèves un autre élément, c'est la capacité que va avoir un NDR à se déployer facilement. Parce qu'en fait, une fois que les points de capture sont déployés, il n'y a pas Voilà. à revenir sur les agents, il n'y a pas à revenir sur des points de source à configurer dans un SIEM, etc. etc. Donc, c'est totalement rapide. Et un cas de figure qu'on a vu nous traiter, c'est une entreprise qui grossit par rachat d'entreprise. En fait, finalement, elle va linker les deux LAN historiques des deux entreprises, la maison mère avec les réseaux des agences qui sont rachetées via le NDR. Et puis avant même de dire vous pouvez utiliser nos outils, ils vont déjà aller voir comment ça fonctionne du côté du réseau racheté, quoi. C'est ça. Encore une fois, une sonde bien placée, ça nous évite de refaire des déploiements plus tard, quoi. C'est l'avantage aussi. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est bien. VTAP sera la plus adaptée parce qu'en plus, elle va vous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité, d'avoir de la visibilité en plus, etc. accrue, qui vont bien au-delà de capacité de détection. Donc, c'est pour ça que les cas 365 se discutent. C'est particulier là-dessus. Voilà. Donc, merci à vous. Donc, je le répète peut-être en conclusion rapide. Oui. Le webinaire a été enregistré. On va vous communiquer le plus rapidement possible l'enregistrement. Vous puissiez le rediffuser, le réécouter, ainsi que les supports. Merci Florent, en tout cas pour ta présence aujourd'hui. Merci Pierre. Et puis bon courage à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.